Selon les philosophes de l'Antiquité, mais aussi du Moyen Âge, la nature humaine se compose de 4 couches, ou si vous voulez, de 4 niveaux. La première couche, c'est la couche biologique, corporelle ou végétale. La deuxième couche, c'est la couche psychique, animale ou sensitive. La troisième couche, typiquement humaine, c'est la couche rationnelle. Et la quatrième couche, c'est la couche, on peut dire, angélique. Moi, je l'appelle noétique. Ces 4 couches montrent la richesse de la nature humaine. On peut dire, selon les philosophes anciens, que nous sommes un peu des plantes, un peu des animaux, un peu des humains. C'est-à-dire, voilà, on a ce que les humains ont typiquement comme humains, mais on est aussi un peu des anges ou des dieux. Aujourd'hui, je voudrais parler surtout de cette couche la plus basse, c'est-à-dire la couche végétale. La couche végétale où il y a des forces qui gouvernent notre corps. Bien sûr, je voudrais parler d'une seule couche. Donc, il faut savoir que je ne parle pas de toute la nature humaine, pas de l'homme entier, mais je parle de son niveau corporel, végétal, biologique. Sur Internet, on peut facilement trouver des courts-métrages qui montrent l'histoire d'une plante, par exemple d'un tournesol, à un rythme accéléré, grâce auquel nous pouvons voir le déroulement de la vie de cette plante. Donc, au début, nous voyons une graine qui se développe en mourant, on peut dire, parce que c'est grâce à la mort de cette graine, nous avons des racines, nous avons une tige qui pousse au-dessus du sol. Et cette tige donne des feuilles et aussi donne une fleur. Et cette fleur, c'est un lieu où on peut trouver après des graines. Les mêmes graines comme cette graine qu'on a eue au début. Et grâce à ces graines, on peut prolonger la vie. Parce que ces graines qui recommencent la vie biologique, la vie de cette plante. C'est très facile de distinguer donc 3 phases de la vie. D'abord, ce développement, c'est-à-dire l'évolution. Après, nous avons une période de la maturité qui s'exprime par la faculté de reproduction, où l'organisme est capable de donner la vie, de se reproduire. Et à la fin, nous avons la troisième phase qu'on peut l'appeler l'involution, c'est-à-dire rétrécissement ou décomposition. Comme la plante prolonge la vie, elle devient, on peut dire, inutile, biologiquement inutile. Donc, elle commence à mourir. Dans le corps humain, c'est très facile, mais on peut trouver ces 3 phases. Jusqu'à 25 ans, on se développe
corporellement. Après 25 ans, on a une stabilité corporelle jusqu'à 50 ans. Et après 50 ans, on commence à se décomposer, c'est-à-dire à vieillir. Comment on peut expliquer ces phases, surtout ces deux phases principales, la phase de développement et la phase de décomposition? Quelle force se trouve derrière ces phases? Quelles forces biologiques qui peuvent nous expliquer ce qu'on voit et ce qu'on peut expérimenter? Toutes les manifestations fondamentales de la vie, c'est-à-dire nutrition, croissance, reproduction, s'expliquent généralement par référence à l'existence d'un instinct ou pulsion. Par l'instinct, je comprends une tendance qu'on hérite, c'est-à-dire une tendance innée, à effectuer diverses séquences de comportements pour préserver ou développer soit la vie individuelle, soit la vie de l'espèce. La pulsion, c'est à peu près la même chose, mais on donne un autre accent, c'est-à-dire on accentue ici que c'est une force liée à l'instinct, la force qui fait tendre l'organisme vers un but, vers un objectif prédestiné par la nature. Nous avons, en général, on peut dire qu'on a trois instincts qui sont liés à la vie. Ça, c'est une théorie classique. D'abord, l'instinct de conservation de la vie individuelle qui s'exprime, qui est lié à l'activité de manger, mais aussi de respirer. Après, c'est l'instinct ou tendance à développer la vie individuelle qui s'exprime par cette action de croissance. Et la troisième tendance, c'est la tendance à se reproduire, qui est en même temps le but de ces deux premières pulsions, tendances. Donc, on peut dire que les manifestations de conservation, de développement de la vie individuelle ne sont que des manifestations de l'instinct de préserver la vie de l'espace, préserver de la vie de l'espèce. Le but de toutes les actions instinctives ne serait pas donc la vie individuelle, mais l'existence de l'espèce entière. L'acte le plus important d'un individu serait donc de transmettre la vie et de la prolonger. On peut dire on vit au niveau corporel pour que la vie puisse durer. Pas forcément notre vie, mais la vie en général. D'abord la vie de l'espèce, mais on peut dire que la vie générale. Le fait signifiant que ce qu'après atteint la maturité individuelle, il est très difficile d'indiquer un objectif pour l'organisme. On ne voit pas pourquoi cet organisme devrait se développer davantage ou au moins conserver sa vie après la reproduction. Donc, si on explique ce processus de composition, de développement par une force qu'on appelle pulsion de vie, par quelle force on peut expliquer
ce processus de décomposition, bien sûr par la pulsion de mort. Dans ce cas, nous avons deux pulsions qui se complètent et qui s'opposent en même temps. D'abord, la pulsion de vie et aussi la pulsion de mort. La pulsion de vie se nourrit de l'extérieur, c'est-à-dire il faut toujours des facteurs externes pour que la vie dure. Il faut qu'on mange, il faut qu'on respire, il faut qu'on reçoive beaucoup de choses pour que la vie puisse durer. Tandis que notre tendance à la mort, si on la regarde de l'extérieur, dépend de nous-mêmes. C'est une force innée, on peut dire, dans ce sens que ça dépend plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. La pulsion des vies et la pulsion des morts, on peut dire, elles ont le même but, c'est-à-dire un retour à l'état originel. Mais pour la pulsion des vies, il s'agit de l'union de deux cellules embryonnaires, d'où vient la vie individuelle, tandis que pour la pulsion de mort, il s'agit d'un retour à la matière inanimée. La tendance dominante de la vie psychique est le désir de maintenir un niveau constant de tension. Parce que la vie, ce sont des excitations toujours, c'est des facteurs externes, extérieurs, réagissent et excitent l'organisme pour qu'il puisse vivre. Tandis que la pulsion de mort essaie d'éliminer chaque fois cette excitation. Nous voyons ce processus très souvent dans notre vie quotidienne, dans plusieurs actes. Je pense maintenant, par exemple, on peut donner cet exemple de l'acte sexuel, parce que c'est très, très visible là-bas. Il y a des excitations qui sont en fonction de pulsions sexuelles, c'est-à-dire des pulsions de vie. Et après, nous avons une élimination de cette tension, de cette excitation. Et ça, on peut expliquer par l'action de la pulsion de mort. Parce que la pulsion de mort veut toujours éliminer ces excitations. Mais ce qui est intéressant, que toujours on a ces deux forces. Et dans ce sens, ces deux pulsions se composent, se complètent. C'est-à-dire, là où se trouve la pulsion des morts, on peut trouver aussi la pulsion des vies. Et au contraire aussi, parce que la vie est liée à la mort. Freud, à la fin de son fameux article, au-delà du principe du plaisir, écrit que le but de toute vie est la mort. C'est une thèse choquante. On peut dire que toute substance vivante est forcée de mourir, mais par des causes purement interne. Bien sûr, c'est une thèse, on peut dire même c'est une hypothèse, il faut la vérifier. Et nous trouvons une telle vérification dans les sciences biologiques, dans la biologie moderne. Que peut nous dire la biologie moderne à ce sujet?
Comme vous savez, au début de notre vie, nous sommes une seule cellule. Et à la suite de division intensive, nous nous transformons en une constellation vivante de dizaines de milliers, de milliards de cellules. La question des vies humaines et de la mort humaine est une question de la vie et de la mort de nos cellules. Pendant longtemps, on pensait en biologie que la mort de nos cellules est le résultat d'interférences externes, d'accidents, de destruction, de faim. Mais aujourd'hui, nous pensons plutôt que toutes nos cellules ont la capacité de se détruire elles-mêmes. Il y a une pulsion de vie dans nos cellules, mais il y a aussi une pulsion de mort. La pulsion de vie s'exprime par des interactions entre les cellules. Pour vivre, il faut communiquer, il faut échanger. Si une cellule arrête de communiquer avec les autres cellules, elle commence à mourir. Comme le montre la cytologie moderne, l'instinct de vie d'une cellule, si on peut l'appeler cette force interne, est stimulé par ce qui se trouve à l'extérieur de cette cellule. Tandis que l'instinct de mort de cette cellule est quelque chose qui est stimulé par ce qui se trouve à l'intérieur de cette cellule. Selon Jean-Claude Damascène, ce médecin immunologue français, la mort ne doit plus être traitée et considérée comme une faucheuse qui vient de l'extérieur pour détruire ce qui se trouve à l'intérieur. Il faut comprendre la mort plutôt comme un sculpteur qui est au cœur même de l'organisme. Et de là-bas, il sculpte, il modèle la vie, les formes. Je voudrais vous donner quelques exemples. Il s'agit de la vie embryonnaire surtout. Vous savez que les doigts des mains et des pieds sont originellement réunis par des tissus. Et c'est grâce à la mort de ce tissu qu'on obtient l'autonomie et l'individualité de nos doigts. Donc, c'est pas la vie, c'est plutôt la mort qui sculpte les formes de nos doigts. Encore, la mort cellulaire fait disparaître des vestiges de nos ancêtres lointains. Par exemple, nous avons l'ébauche de la queue qui apparaît et après disparaît dans l'embryon humain. Pareillement, l'ébauche des reins que l'homme partage avec les poissons. De plus, la mort cellulaire modèle notre identité sexuelle, parce qu'au début, c'est pas clair. Nous avons des ébauches de 2 organes sexuels. Grâce à la mort disparaissent les ébauches des organes génitaux du sexe opposé, qui apparaissent initialement, voilà,
dans le corps de l'embryon. Tout au long de notre vie, nous sommes pour partie en train de mourir et pour partie en train de vivre, de renaître. Chaque jour, des dizaines de milliards de nos cellules se détruisent et elles sont remplacées par de nouvelles. Notre santé dépend de cet équilibre fragile de ces deux processus, c'est-à-dire ce processus de vie et processus de mort, cette dépulsion de vie et de mort. La mort n'est pas une surprise qui apparaît à la fin de notre vie, mais elle vient avec la vie. C'est la vie qui est un processus qui sait utiliser la mort, au moins à ce niveau cellulaire. Depuis que je suis enfant, mon plus grand rêve est la mort. Quand j'étais petite, chaque soir avant de m'endormir, je priais Dieu qu'il me laisse mourir la nuit pour que je ne me réveille plus jamais. Je veux arrêter de vivre. Je me sens fatigué de la vie depuis que je suis enfant. La soif de mort apparaît de temps en temps. Je ne peux pas m'en libérer malgré une thérapie et un traitement psychiatrique. Qu'y puis-je faire en dehors de la thérapie, qui, à mon avis, est inefficace, pour ne pas vouloir mourir et vivre normalement? Voilà, c'est un témoignage que je trouvais dans un site d'Internet. Qu'est-ce qui est anormal dans cette envie de mourir de cette femme? Est-ce que ce désir de mourir qui est quelque chose de bizarre? Moi, je pense pas. On a toujours deux désirs en nous. Le désir de vivre, qui est normalement plus grand que le désir de mourir. Parce qu'on a deux tendances en nous, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Quand nous vivons, la pulsion de vie est plus forte que la pulsion de mort. Et donc, ces pulsions s'expriment par des désirs. Le problème de cette femme, que son désir de la mort est déjà plus grand que le désir de la vie. Ce n'est pas normal. Mais le fait qu'il sent le désir de mort est complètement normal. Du point de vue biologique, la mort du corps humain doit être corrélée au fonctionnement de ces cellules. Bien sûr. Donc, si chaque cellule contient non seulement le programme de son développement, mais aussi le programme de son agonie et de sa mort, tout l'organisme humain doit posséder aussi un programme, pas seulement du développement, mais aussi de son agonie et sa mort. Bien sûr, cette mort peut être accélérée ou retardée. Accélérée par divers accidents de vie, par exemple,
ou retardée par des interventions médicales, par exemple. Le développement de notre corps est programmé, mais également, on a un programme de l'agonie, de notre agonie, de l'agonie de notre corps. Comme le dit le psalmiste, le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. L'homme ne peut pas ne pas sentir son corps mourir. Elisabeth Kübler-Ross, dans son célèbre On Death and Dying, le titre français, le dernier instant de la vie, fait une distinction célèbre et classique en cinq étapes de l'agonie ou du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Pour mes considérations ici, la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de l'acceptation de la mort, me semble très, très intéressante. Il est important de noter que cette étape de l'acceptation, c'est-à-dire réconciliation avec le destin, n'est pas une période d'enthousiasme, ni d'une transformation spirituelle, ni d'illumination, ni d'autres expériences similaires. Il s'agit plutôt d'une étape du calme, une étape qui est presque dépourvue des émotions. Il n'y a pas là ni douleur, ni rébellion, ni envie de refouler de sa conscience ce qui est à venir. L'homme se laisse porter par les événements. Il s'enferme. Il est en contact profond avec ce qui se passe avec son corps. Et il est mené, guidé par son corps. Le cercle de ses intérêts se réduit, ses intérêts bien sûr extérieurs. Il souhaite généralement que d'autres personnes le laissent tranquille. Il trouve du réconfort dans un contact calme et généralement muet avec des personnes proches. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous prépare à la mort. Ça peut arriver, bien sûr. Mais on a une force intérieure qui nous prépare à la mort, spontanément. Kübler-Ross nous présente une histoire. C'est une histoire d'une femme de 58 ans qui souffrait d'un cancer. Elle était très courageuse, tant qu'elle pouvait se débrouiller seule et rejeter toutes les offres d'aide. Elle se plaignait rarement et regardait la mort imminente avec un étrange calme. Elle voulait qu'on la laisse seule avec ce qui l'entendait. Elle ne voulait pas de visites fréquentes de sa famille immédiate. L'inquiétude, pleine d'anxiété des autres, en particulier de son mari, lui rendait difficile d'être en contact avec elle-même. Elle s'irritait lorsqu'on l'assurait qu'elle allait surmonter sa maladie, qu'elle rentrerait à la maison, en bref, qu'elle ne mourrait pas. Elle voulait se séparer des problèmes du monde qui l'entouraient et tourner son regard vers un autre côté. Cependant, le mari et les médecins
continuait à faire tout ce qui était humainement possible pour la sauver. On a décidé de lui faire subir encore une autre opération. Lorsqu'on était informé, elle a soudainement commencé à s'affaiblir. Divers maux se sont aggravés. Elle a souvent appelé une infirmière. Elle a commencé à demander une double dose d'analgésique. Son anxiété a grandi avec l'approche de la date de l'opération. Quand elle est finalement arrivée en salle d'opération, elle a commencé à agir presque de façon psychotique. Elle criait qu'elle était persécutée. Elle appelait à l'aide. Son comportement a conduit au fait qu'on a annulé l'opération et elle a été ramenée dans sa chambre. Là, elle était hantée par diverses hallucinations visuelles. Elle avait des idées paranoïaques. Elle était tellement terrifiée qu'il était impossible de l'approcher. Un jour, Elisabeth Kübler-Ross, en qui la patiente avait confiance, lui a rendu visite. La patiente, voyant son mari déconcerté, en regardant le médecin, lui dit « S'il vous plaît, parlez à cet homme et expliquez-lui tout. » Puis, tournant le dos à tout le monde, elle a clairement indiqué qu'elle voulait être seule. Le mari a été choqué par le comportement de sa femme. Sa distance froide avec lui ressemblait à un rejet. Son mariage lui paraissait extrêmement heureux et il ne comprit donc pas pourquoi sa femme le traitait si sèchement. Après un certain temps, cependant, au cours d'une conversation silencieuse avec le docteur Kübler-Ross, il a commencé à comprendre que sa femme pourrait simplement vouloir mourir paisiblement et que la garder en vie relevait plus de son propre désir. Lorsqu'il fut mûr pour une conversation franche avec sa femme, il entra dans sa chambre et s'assit près de son lit. Il a compris que la femme était plus forte que toute la famille qui l'entourait et qu'ils avaient mal agi en ne la consultant pas au sujet d'une nouvelle opération. Sa résistance, presque psychotique, lui semblait maintenant tout à fait compréhensible. Quelques jours plus tard, la patiente a admis qu'elle ne pouvait pas mourir tant qu'elle n'était pas sûre que son mari la laisse partir. Lorsque l'opération a finalement été annulée, la patiente s'est rétablie très rapidement. Ses maux ont diminué et avec une grande dignité, elle a recommencé à faire tout ce que ses forces lui permettaient de faire. La mort est considérée à tort comme hostile à la vie. La psyché des animaux, qui est plus simple que la psyché humaine, nous montre ce processus naturel de l'agonie d'une façon plus simple, plus spontanée, plus naturelle. On peut observer chez les animaux ce qui se passe aussi chez nous, mais qui est perturbé par notre raison, par la technologie, par beaucoup de choses. Ainsi, parmi les symptômes de mort chez les animaux, on peut distinguer bien sûr les problèmes, la perte de coordination, la perte d'appétit, fatigue extrême, mais il y a aussi un manque de concentration, un manque d'intérêt pour l'environnement. Et il faut savoir que à l'approche de la mort, la plupart des mammifères
se referment sur eux-mêmes. C'est naturel. Ils ne réagissent pas à ce qui se passe autour d'eux et cessent même de répondre aux appels, aux paroles, aux gestes de personnes préférées. Le corps et la psyché des animaux mourants semblent s'éteindre simultanément. Il faut savoir que l'accord pour mourir n'est pas rare. On estime aujourd'hui que la moitié des patients en phase terminale peuvent ressentir une soif des morts qui n'est généralement pas associée au désir de raccourcir leur vie. Les mourants veulent que leur vie se termine, mais en même temps, ils ne prévoient aucune action qui pourrait accélérer ce processus. Le docteur Kübler-Ross compare l'agonie à l'âge de la petite enfance, quand l'homme ne demande rien à personne. C'est une période de passivité, c'est-à-dire de dépendance de facteurs sur lesquels l'homme n'a aucune influence. L'homme revient à la fin de sa vie au stade par lequel il avait commencé. Ainsi, le cercle se ferme. Ce que la prophétie biblique nous dit, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Bien sûr, si la fin de la vie humaine et son commencement sont les mêmes, il est très probable que les étapes initiales de la vie et les étapes précédant sa fin sont également analogues. Tout ce que je dis est une extension de la thèse selon laquelle la mort appartient à la nature même de la vie. Donc, je parlais toujours de la nature et des processus naturels. Et j'ai indiqué, j'ai parlé qu'il faut sentir notre corps. Il faut observer ce qui se passe dans ce corps d'une façon naturelle. Le problème de notre civilisation d'aujourd'hui, que nous ne vivons pas dans la nature. Entourés d'artefacts, nous vivons dans des villes avec un contact minimal avec la nature. Nous sommes nés dans des hôpitaux et notre vie dépend depuis le début pas de la nature elle-même, mais de la technologie, de la médecine. Bien sûr, il y a des aspects positifs de ce fait. Au cours des dernières décennies, la mortalité infantile est pratiquement éliminée. Depuis des millénaires, l'espérance de vie n'a pas dépassé 25 ans. Il était de 45 ans au début du XXe siècle, puis elle a pratiquement doublé en 100 ans. Nous vivons beaucoup plus longtemps que les générations précédentes. Ça ne se fait pas grâce à la nature elle-même,
mais grâce à nos interventions à la nature, grâce au changement de la nature. Et comme nous disons, comme je dis, voilà, il faut sentir la nature, aujourd'hui, ça devient extrêmement difficile. La mort est comprise comme un échec de la médecine, une erreur. Une erreur qu'on peut éliminer, qu'il faut éliminer. Il y a de divers biologistes, gérontologues, médecins, futurologues qui souhaitent que le processus de vieillissement soit reconnu comme une entité pathologique, comme une maladie. On n'est pas d'accord pour mourir, en général, parce qu'on a beaucoup de succès. Donc, on veut prolonger notre vie à l'extrême. Est-ce que c'est faisable? C'est notre question. Ça devient de plus en plus difficile de sentir notre corps et de se laisser guider par ce corps. À cause des médicaments, des interventions médicales, de beaucoup d'actions de la technologie qui nous entoure, on a perdu ce contact avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre corps. Et nous sommes tournés vers l'extérieur, vers l'aide des médecins, de la médecine en général, et nous ne regardons pas ce qui se passe en nous. Où se trouve cette pulsion de mort qui peut nous aider à mourir tranquillement. Aujourd'hui, personne ne meurt pas de vieillesse. On trouve toujours une cause qu'on peut plus ou moins, vous savez, préciser. Tout doit être soumis au contrôle de la raison humaine. Donc, la mort, ce que je dis déjà, devient quelque chose d'absurde, comme une erreur, qu'on peut résoudre si n'est pas maintenant, évidemment dans le futur. Aujourd'hui, environ 90% des personnes meurent hors de chez elles, entourées de soins médicaux. La médecine brouille les frontières entre le fait de permettre à quelqu'un de mourir et le fait de provoquer la mort de quelqu'un. Cette frontière est complètement éliminée. On ne sait pas aujourd'hui même. C'est notre problème de la loi aussi. Ou c'est naturel, ou c'est nous qui provoquons, qui causons la mort. Descartes assimilait les animaux à des machines. Puis la maîtrise étendit ce concept cartésien de l'animal-machine à l'homme-machine. Cette théorie montre bien sûr ce qui se passe dans notre civilisation. On traite nos corps comme des machines, pas comme quelque chose de vivant, mais comme des machines. Mais les machines sont sans sentiment. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a bien sûr des avantages, mais il y a des inconvénients. N'entendant pas son langage corporel, l'homme se sépare de lui-même.
et de ces forces qui pourraient lui aider à mourir, qui pourraient lui donner la paix, cette acceptation, le consentement interne à la dimension corporelle de la mort humaine libère l'attention humaine et la dirige vers ce qui est plus grand et plus originel que l'être humain. Être d'accord avec notre corps, ça nous permet de libérer notre esprit pour que cet esprit puisse se tourner vers une autre réalité. On ne dépasse pas le niveau de la nature humaine par un rejet. On dépasse ce niveau par l'acceptation de ce niveau. Donc, c'est très important pour que nous puissions vraiment, malgré ces interventions médicales et technologiques, trouver cette dimension corporelle, nous, ce que le corps, notre corps, nous dit, et ce qu'il nous dit de notre mort, qui n'est pas un ennemi, mais qui est la fin de notre vie.